Drôle d'endroit continue avec l'écrivain Alain Mabanckou et nous sommes toujours un peu en Afrique, Alain Mabanckou, ici, absolument, hein. À la Fondation Louis Vuitton. La créativité, la littérature, comment êtes-vous tombé dedans? La littérature, c'est pratiquement quelque chose d'intemporel pour moi. Je ne savais même pas qu'elle existait. Pour moi, les livres étaient des choses, des ovnis, des éléments qui n'étaient pas à la portée du petit Africain qui vivait dans une case en planche avec une mère analphabète. Et puis, il y avait le père qui travaillait à l'hôtel Victory Palace et qui ramenait à la maison les livres que les Européens jetaient après leurs vacances sous les tropiques. Et c'est là que j'ai découvert la littérature. Quel genre de livre? Ben, il y avait Parce que c'est des livres de vacances, c'est pas forcément les chefs-d'œuvre de la littérature. On pouvait tomber sur du San Antonio, des Guy Descartes. Ici, on dit que c'est des romans de gare. Mais nous, Guy Descartes, c'est le romancier de la réalité. Quand on lisait, par exemple, Sang d'Afrique, qui était un roman entre des amours interraciaux, ben, on retrouvait la force peut-être de la réalité. Ce n'était pas pour nous de la littérature de gare, mais c'était la littérature qui nous permettait d'aller en Europe l'espace d'une lecture d'un roman. L'écrivain, il interprète le monde ou il le transforme? L'écrivain joue les deux. Il interprète le monde et il les transforme aussi. Il faut quand même interpréter pour pouvoir transformer. Et pourquoi le faire dans la langue française? Pour moi, la question de la langue ne m'a jamais posé de problème parce que quand on est un écrivain médiocre, on l'est dans toutes les langues. Hein? On peut être un mauvais écrivain en swahili, un mauvais écrivain en français. Et oui, puis mais on peut vous dire que c'est la littérature de l'oppresseur, c'est la littérature du colon, c'est la langue du colon. Toutes les littératures sont toujours nées de l'oppression. Moi, je ne pense pas que la langue française était née de la cuisse de Jupiter avec sa pureté, son subjonctif imparfait. Il y a eu des mélanges. Il y a des mots arabes dans la langue française. Oui. Les chiffres, les nombres que nous avons sont arabes. Il y a même des mots africains qui viennent à l'intérieur. Et vous la faites travailler justement cette langue française, avec notamment les nombreux dialectes que vous parlez. Vous en parlez combien de langues? 9 à peu près, 9 langues africaines, plus les rudiments de créole que m'enseigne Dany Laferrière. Mais ces langues africaines, elles n'ont pas la dignité de la langue française, qui est la dignité de l'écrit, qui est la dignité de la littérature. Mais parce que... La plupart du temps, ce sont des langues orales, des dialectes. Oui, mais parce que c'est l'Europe qui a installé en quelque sorte l'unité de mesure de la civilisation, ce qui est une grande erreur. Toutes les langues se valent dès lors qu'elles portent le message de la littérature. Ça ne me dérange pas de m'exprimer en français, d'écrire en français. Oui. Il y a toujours derrière ma langue française le rythme congolais, le souffle congolais. Les mots sont en français, mais la chair à l'intérieur, les palpitations, eh ben, ça relève peut-être de l'univers congolais. Si je vous dis Alain Mabanckou, écrivain français ou écrivain francophone? Dès qu'on dit écrivain francophone, je dirais oui, dans la mesure où si on met à l'intérieur Houellebecq, Fuenquinos et Martine Lecause. Pourquoi réserver qu'aux Noirs ou à ceux qui ont été colonisés l'expression écrivain francophone? C'est là le danger justement de la littérature, de la balkanisation de la littérature d'expression française. Est-ce que c'est en train de changer ça? La reconnaissance de la littérature, des arts africains en France et en Europe? Je pense que c'est en train de changer parce qu'au fur et à mesure, on voit que l'univers ou même l'imaginaire européen est à bout de souffle. Pourquoi il est à bout de souffle? Mais parce que lorsque l'Europe est allée à la conquête des autres territoires, elle n'avait pas pris le temps de mettre en valeur ou de reconnaître la grandeur de ces autres civilisations qui manquent aujourd'hui au discours mondial. Oui. Eh bien, cet art nous parle, les Européens le découvrent maintenant, mais il y en a d'autres qui l'ont découvert avant. Les Théodore Monod, les Picasso, Honoré. Il n'y a pas de Picasso sans l'influence aussi de l'art africain. Tout cela, aujourd'hui, se voit avec une grandeur. Ce qui était considéré avant comme la barbarie, comme la civilisation des cavernes, est devenu le piment et le sel qui ferait avancer notre civilisation. Le gamin Alain Mabanckou, quand il tombait sur des BD, vous aviez été un très grand lecteur de bandes dessinées à la bibliothèque à Pointe-Noire. Oui. Il y avait un héros. Alors, c'était Zembla. Zembla. Ah bah oui, parce que... Vous êtes identifié à Zembla? On s'identifie à Zembla parce que, tout simplement, Zembla était dans la forêt, Zembla était dans la bourse, il avait une force herculéenne. Habillé en peau de bête. Voilà, il défendait toujours, il était toujours du côté des pauvres. Mais il était blanc.
Ben oui, mais on ne savait pas. Vous ne C'est ça saviez pas, le vous? problème. Ben oui, pour nous, c'était un personnage. On dit, bon, il est différent parce qu'il n'habite pas chez nous. La question de la blancheur est une invention même de la civilisation occidentale qui nous a dit être blanc, c'est la pureté, être noir, c'est la malédiction. Et maintenant, on se rend compte que le blanc veut aller bien au soleil pour bronzer sa peau, faire des dreadlocks pour avoir des cheveux moins lisses, tandis que les noirs veulent avoir les cheveux lisses et avoir la peau claire. Alors, dans quel monde nous sommes? Ça, c'est une bonne question. Le gamin qui lisait Zambla, qui rêvait d'une forme de super-héros, pourquoi il n'écrit pas des histoires de super-héros? Surtout que vous vous êtes installé aux États-Unis. Vous, vos héros, c'est Petit Piment, qui a des problèmes, qui se fait un peu chahuter. Mais je dirais même que déjà dans Petit Piment, peut-être qu'il y a une idée de héros, puisqu'on voit un peu l'ombre de Robin de Bois, qui était aussi un personnage Oui. qui me troublait beaucoup et qui me donnait de l'admiration. Mais de toute façon, tout romancier invente forcément des héros. Mais là, je m'adresse au romancier, à l'inventeur. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas porté ce personnage-là au statut de super-héros? Mais parce que je pense qu'il y a plus à dire sur les héros ratés que les héros qui réussissent tout. Moi, j'ai horreur des films dans lesquels le héros réussit. C'est pour cela que, par exemple, dans un roman comme African Psycho, que j'avais écrit, Oui. c'est un serial killer qui rate tous ses meurtres. Et là, en réalité, on a dans Petit Piment quelqu'un aussi qui est presque un loser, mais dans la perte même de ses actions, il y a une humanité. Parce que le C'est monde... vrai, mais vous vivez à Hollywood. Vous vivez là où est la matrice, le cœur de l'apparition des super-héros qui ensuite vont conquérir la planète. Mais parce que, justement, c'est peut-être aussi le fait de vivre pas loin de Hollywood qui fait que je suis agacé par ces belles histoires d'Hollywood qui se terminent toutes très bien avec une famille américaine qui se réunit à la fin et qui achète une maison sur les collines et la famille vit tranquillement. Je voudrais aussi que dans la vie, l'échec puisse nous servir de point de départ pour une victoire plus grande. Ça, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer aux États-Unis Ce sont les Américains. pour enseigner à UCLA? Ce sont les Américains qui m'ont appelé puisque je vivais en France et puis on m'a invité une année en résidence d'écrivain et puis on m'a proposé ce poste. Et ça ne se refuse pas parce qu'on est dans l'une des plus belles universités du monde. Voilà, et voilà, ça fait 17 ans que j'enseigne aux États-Unis. Comment on prononce votre nom en Californie? Babancao. Babancao, Voilà. à l'américaine. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est si différent d'enseigner l'histoire, la culture, la littérature africaine aux États-Unis et en France? En France, on a le sentiment que ce sont des tout petits départements, bon, qui sont vraiment marginaux dans l'enseignement secondaire. Aux États-Unis, il y a de vraies études poussées, il y a de vrais cycles universitaires qui sont consacrés à l'histoire, à la littérature africaine. Pourquoi ce retard français? Mais je pense aussi, je l'ai toujours expliqué par le fait qu'il y a des zones d'ombre dans l'histoire de France. Il y a des pages qu'on n'aime jamais ouvrir ou qu'on ferme à dessein. On n'a jamais résolu la question coloniale. On n'a jamais voulu enseigner la colonisation de manière objective, c'est-à-dire avec les atrocités qui y vont. Ça change, ça, un peu à la Mabankou. Mais ça change, il faut que ça soit généralisé. Aujourd'hui, le petit Français qui va à l'école, va finir ses études ou devenir président à 39 ans, il n'aura pas étudié l'histoire coloniale de la France de manière presque contradictoire. On écoute toujours la version du chasseur, mais on n'écoute jamais la version du gibier. Vous avez eu une phrase extrêmement forte, j'ai l'impression que la France ne connaît pas les Noirs qui vivent sur son territoire. Non, puisqu'on a même l'impression que nous sommes venus envahir la France, ce qui n'est pas le cas. La présence de la France, les grands historiens comme les Pascal Blanchard le diront, la présence de la France, elle est lointaine, elle est ancrée ici, elle est aussi une volonté de la France elle-même. Ce n'est pas les Africains qui s'ennuyaient au bord de la rivière et se disaient si on allait un peu peupler l'Europe. Non, ils ont été déportés du côté de leur forcer à venir faire des guerres qui ne les concernaient même pas, à libérer une France qui aujourd'hui, une fois libre et émancipée, comme dirait François Hollande, se croit maintenant de dire il faut chasser tout le monde, les étrangers viennent piquer notre pain, les Sénégalais, les Congolais, mais ce sont les mêmes qui ont versé leur sang ici, dont les noms ne sont pas inscrits quelque part. Il y a juste quelque part, on dit, la tombe du soldat inconnu.
Mais je ne veux pas de soldats inconnus, je veux des soldats connus. Vous voulez les noms. Voilà, le problème de cette histoire de France, c'est le problème de l'ingratitude. L'ingratitude doit être combattue. Ce que je voudrais aussi expliquer, c'est que cette histoire qu'on dit souvent, l'histoire de l'Afrique ou l'histoire des Noirs, elle est aussi une histoire européenne. Mais si on revient à aujourd'hui, il y a une reconnaissance d'écrivains d'origine africaine. Si on pense au dernier prix Goncourt avec Leila Slimani, si on pense à vous, au prix Renaudot, si on pense à Chamoiseau, enfin bon, la liste est extrêmement longue. Disons que c'est une reconnaissance en France, parfois une reconnaissance internationale, mais ces auteurs-là, est-ce qu'ils sont lus en Afrique ? Ils sont lus en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'idée qui consiste à dire que les auteurs africains ne sont pas lus dans leur continent est fausse. Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication, mais comment se fait-il que lorsque j'étais tout gamin, je lisais toute la littérature européenne, mais je lisais aussi les Mongo Betty qui étaient camerounais, parce que tout cela était dans une bibliothèque commune. Le problème aujourd'hui, ce sont les politiques culturelles qui sont menées en Afrique ou qui ne sont pas menées en Afrique, puisque on pense toujours que la culture, c'est simplement un petit dessert. S'il n'y en a pas, on va prendre du café, c'est pas grave. La culture, c'est quelque chose d'essentiel. Donc il faut poursuivre cette lancée. Et je pense par exemple à un écrivain comme Jonathan Littell, d'origine américaine, qui avait eu le Goncourt bienveillante, bien sûr. L'année où j'avais eu le Renaudot en 2006. Les Nancy Houston. Il y a ce bouillonnement qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus définir la littérature sur le plan national. On doit la définir sur sa capacité à être en émulation avec le bruit du monde. Et peut-être à transformer le monde. La littérature ne doit pas se réduire à interpréter Marcel Proust et les pamphlets antisémites de Céline. La littérature, c'est aussi de voir pourquoi dans des espaces aussi petits comme le Congo ou le Gabon peuvent jaillir des écrivains d'une dimension internationale. Alors, on va terminer avec un questionnaire en 3 dimensions. Ouais. Paris, Pointe-Noire, Los Angeles. Trump ou Sassou Nguesso? Je prendrais Trump dans une certaine mesure où il a été élu par le peuple, mais je ne prendrais pas Sassou Nguesso parce qu'il n'a pas été élu par le peuple. Il a changé la Constitution, il a truqué les élections et il est au pouvoir depuis 32 ans. Trump ne restera pas 32 ans. Victor Hugo ou James Baldwin? Waouh! Là, c'est une question terrible, puisque Victor Hugo est quand même celui qui m'a appris la poésie, et James Baldwin m'a appris la colère. Il n'y a pas moyen de mixer les deux? Si, c'est ce que vous faites. Voilà, je prendrai les deux. C'est à la Babankou. Je prendrai Victor Baldwin. Comme ça, il y a les deux. Victor Baldwin. Écrire l'Afrique ou écrire tout court? Écrire l'Afrique tout court. Rumba congolaise ou rap West Coast? Rumba congolaise. Le rap a emprunté. La rumba congolaise, c'est l'origine. C'est en quelque sorte choisir entre la mère et la fille. Donc vous choisissez la mère? Ah ben oui, la rumba congolaise.